Plutôt le bonjour pour certains. Marhaba bikoum. Pourquoi sommes-nous ici réunis pour un atelier de dermatologie conseil en officine? C'est parce que régulièrement on reçoit des clients patients qui demandent soit un conseil par beau temps, par exemple pour un écran solaire en vue de prévenir certaines anomalies, ou plutôt soigner certaines pathologies. Nous profitons de l'occasion par la présence du Dr Zeribi qui va nous éclaircir sur certaines pathologies dermatologiques et éventuellement réviser certaines anomalies qui va nous aider à améliorer nos conseils plutôt en cas de défaillance ou en cas de doute dans certains conseils. Voilà, c'est la parole à Dr Zeribi. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, parmi mes amis pharmaciens. Donc là, j'ai choisi de faire cet exposé sous forme de quiz, de diagnostic. Comme ça favorise la discussion. On va discuter ensemble. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc ce sont des situations pratiques auxquelles vous pouvez être confrontés tous les jours. Donc c'est plus ça. Qu'on se mette bien d'accord. Je n'ai pas du tout abordé le côté législatif de la chose. D'accord? Je ne suis pas bien placée pour parler de ça. Mais on va parler surtout de cas pratiques. D'accord? Et n'hésitez pas de m'interrompre. Alors, on commence par ce petit cas clinique. Donc c'est un petit nourrisson de 7 mois et demi qui peut vous être amené par la maman pour un conseil éventuellement. Donc quand on interroge un peu, on a des antécédents de rhinite allergique chez la maman. Il a été allaité au sein jusqu'à l'âge de 1 mois et à partir de 1 mois, il y a eu une introduction de lait maternisé, donc un allaitement mixte. Et il a vu apparaître ces lésions depuis l'âge de 2 mois. Donc il a ces lésions des joues qui sont très prurigineuses. C'est un enfant qui est un petit peu perturbé, qui ne dort pas la nuit. Le reste de l'examen est quasiment normal, le reste de l'examen cutané. Et il n'y a pas de signes digestifs, pas de diarrhée, ni de vomissement à signaler. Alors, d'après vous, est-ce que c'est un eczéma de contact? Oui ou non? Est-ce que ça peut être une allergie aux protéines de lait de vache? Au niveau des joues, on va avancer un petit peu. Est-ce que c'est une dermatite atopique? Oui. Est-ce que c'est une dermatite séboréique? Non. Voilà, vous êtes très fort, donc l'assistance est plutôt en faveur de dermatite atopique. Comme vous l'avez dit, très communément, à l'âge de 2 ans, on se dit du lait maternisé a été introduit il y a 1 mois. On va penser tout de suite à l'allergie aux protéines d'élevage. Donc ça, c'est aussi le comportement des pédiatres, les médecins généralistes, etc. et tout. Mais je voulais juste attirer votre attention parce que très souvent, on va rentrer dans un engrenage. On va mettre le bébé sous hydrolysa, donc de protéines de lait de vache ou autres trucs. Lait qui vont être très chers, une éviction des protéines de lait de vache, etc. et tout. Donc c'est important de faire la part des choses, d'accord? Donc pourquoi c'est pas une allergie aux protéines de lait de vache? D'abord, pour une raison principale, pardon, oui? Parce qu'il n'y avait pas de signe digestif. Bravo, parce qu'il n'y a pas de signe digestif, pas de diarrhée, pas de vomissement. Donc déjà, ça c'est une raison. Deuxièmement, C'est pas généralisé. c'est pas généralisé, c'est très localisé au niveau des joues. Et troisièmement, et surtout, Il a commencé le lait à 6 mois. Depuis 2 mois, il a le délai est assez concordant. Alors, ça fait 1 mois que ça traîne. On peut voir apparaître les signes en 1 mois. La chronologie n'est pas mal quand même. Mais surtout, les lésions élémentaires, c'est des lésions de type eczéma. Dans les allergies de protéines de lait de vache, on va avoir plutôt une lésion de type urticaire. Et on va avoir une atteinte péribuccale prédominante avec des signes digestifs. Alors que dans la dermatite atopique, on a des lésions de type eczéma, c'est-à-dire c'est une plaque érythémateuse, on a des petites vésicules, ça sointe. Après, le sointement va laisser place à des croûtes et on a ce fameux respect de la zone centrofaciale, comme vous le voyez ici, c'est très caractéristique d'une dermatite atopique.
Et en plus, on a des antécédents d'atopie, on a une rhinite allergique chez la maman, on peut avoir des bronchiolites chez le petit ou carrément un asthme allergique. Donc, tout un terrain qui nous oriente vers une dermatite atopique. Et le diagnostic est clinique. On n'a besoin d'aucun examen complémentaire pour confirmer une dermatite atopique. D'accord? Alors, ce n'est pas une dermite séborréique, je voulais juste vous montrer que vous connaissez assez bien. Donc, ça peut être simplement des croûtes de lait localisées, des croûtes de lait au niveau du cuir chevelu. C'est une forme débutante de dermatite séborréique, d'accord? Comme on peut avoir une atteinte bipolaire, c'est-à-dire une atteinte du visage et du siège. Sinon, on peut carrément avoir une extension aux membres ou au tronc, ou carrément une extension à tout le corps, et dans ce cas, on va être dans le Leiner-Moussus, d'accord? Donc, ce n'est pas du tout une dermatite séborréique. On est bien d'accord, c'est une dermatite atopique. Donc, vous allez voir, je vais mettre plein de photos. C'est pas pour vous embêter, mais c'est assez explicite, ça rend l'exposé plus explicite. Une dermatite séborréique, le voyez, c'est le draft, non? On ne sait pas. Alors, on incrimine. Oui, les glandes séborréiques, déjà, ils fonctionnent, oui, elles fonctionnent. Et on l'appelle dermatite séborréique, pas parce que la cause c'est la glande sébacée, mais pour son aspect, parce que les croûtes sont grasses et donc ça dénote d'une certaine séborrhée. Alors, on incrimine le Malassezia furfur, qui est un saprophyte de notre peau, et on dit que dans la dermatite séborréique, le Malassezia furfur fonctionne en excès et ça crée une inflammation. D'accord? Alors, la cause la plus fréquente, maintenant dans les pays européens, on ne voit plus quasiment de dermite séborréique, alors que chez nous, c'est encore très fréquent. Donc, on dit que le fait de ne pas laver l'enfant, c'est ce qu'on fait, nous, en Tunisie et dans le bassin méditerranéen, généralement, on a peur pour les enfants, on attend que la chute de l'ombilic, ou alors on a peur des bronchiolites, donc on ne les lave pas beaucoup. Ça favorise la dermatite séborréique, parce que l'eau décape toutes les bactéries, et donc éventuellement, le Malassezia prend de la place et ça favorise cette inflammation. Donc il semblerait que le manque de lavage augmente la fréquence de la dermatite séborréique. C'est quelque chose de très bénin. Il suffit de donner un petit antifongique, du nitrate d'éconazole, de conseiller à la maman de laver son bébé avec un gel sur gras, et tout rentre dans l'ordre en une semaine, 10 jours. Même le bébé que je vous ai montré avec cette atteinte aussi importante, et généralement ça ne récidive pas. Une dermatite séborréique du nourrisson ne récidive pas. La forme de l'adulte, c'est une forme complètement différente, c'est complètement autre chose. C'est une maladie qui est plutôt chronique. C'est à quelle concentration le nitrate? C'est le nitrate d'éconazole habituel, je ne sais pas. C'est les Corex, le Pévaril, je ne sais pas quelle est la concentration exacte. Mais c'est ça, c'est les équivalents locaux. Pévaril, les Corex, Alors, que pouvez-vous conseiller à cet enfant? Donc vous, en officine, quand la maman vous montre son petit, est-ce que vous conseillez un antihistaminique? Non. Et législation mise à part? Comment? La législation mise à part? Non, législation incluse. La nouvelle législation, parce qu'avant, il faut quelque chose de topique. Très bien. Topique avec un gel sur gras. Bravo, c'est très bien. Une crème émolliente avec un gel sur gras. Vous êtes très fort. Parfait, impeccable. Donc, même mis à part la législation, on ne donne pas d'antihistaminique. Même si on est au cabinet du dermatologue, il ne sert à rien de donner des antihistaminiques. Et d'ailleurs, c'est ça l'erreur qui est commise par les pédiatres, c'est qu'ils prescrivent les antihistaminiques sans prescrire le corticoïde topique. Pourquoi? À cause de la phobie des dermocorticoïdes. D'ailleurs, c'est le message que je vais essayer de vous faire passer, c'est de bannir cette corticophobie. D'accord? Donc, on va voir. Donc, le traitement va reposer essentiellement pour lutter contre l'inflammation, ça va être la corticothérapie topique. D'accord? Après, pour éviter les récidives et pour améliorer le confort de l'enfant, on va prescrire un gel sur gras et une crème émolliente. L'antihistaminique aura peut-être une seule place, c'est pour calmer un petit peu le prurite chez l'enfant, et dans ce cas, il faut un antihistaminique à visée sédative.
Alors, vous avez parlé de la législation et du prix Malan. Dans ce cas, on ne nous donne aucun choix. Nous, pédiatres et dermatologues, nous, dermatologues et pédiatres, on ne peut prescrire que l'Atarax sirop si on va se conformer à l'AMM. Mais comme chez les enfants, de toutes les façons, il n'y a quasiment pas d'AMM pour rien, pour aucun sirop, et surtout chez le tout petit enfant, on continue à prescrire, en connaissance de cause. Ne soyez pas étonnés si vous recevez une ordonnance via Primalon sirop chez un petit de 6 mois, on le fait en connaissance de cause. Parce que on a toujours prescrit ça et il n'y a jamais eu de problème. Donc je ne suis pas la seule à dire ça. C'est aussi la communauté des pédiatres avec laquelle je suis très proche parce que je fais de la dermatologie pédiatrie. Donc on est d'accord qu'il ne nous reste que l'Atarax, en fin de compte, que l'Atarax sirop. On ne peut rien prescrire avant 1 an. Mais si on prescrit quelque chose hors AMM, justement, il faut être sûr de sa prescription. Donc il ne faut pas prescrire à tort et à travers. Il ne faut pas prescrire en plus. Pour une dermatite atopique, on n'a aucun besoin d'un antihistaminique. Si on prescrit un bon corticoïde avec une bonne puissance surtout, donc on va en parler, il faut un corticoïde qui soit assez puissant, tout rentre dans l'ordre au bout de 5-6 jours. Et l'enfant va redormir, les parents vont dormir et le calme va revenir dans la famille. Alors, justement, la durée du traitement corticoïde, ce qui est dit maintenant, il y a un grand professeur en dermatologie pédiatrique, c'est M. Loret, il vous dit qu'il faut tartiner l'enfant de dermocorticoïdes. Il faut ne plus avoir peur, ne plus avoir cette phobie des dermocorticoïdes. Donc, la devise, c'est de taper fort et court. Donc ça ne sert à rien de donner un tout petit corticoïde, des petites doses, de faire attention, de dire aux parents attention à ceci et cela. Ça ne fait que pérenniser l'inflammation. On arrête, on aura un rebond. D'accord? Donc en moyenne, c'est entre 7 et 10 jours. Après, vous avez 2 écoles. Vous avez l'école qui vous dit qu'il faut faire une dégression. Donc donner par exemple 7 jours tous les jours et après 7 jours un soir sur 2. Et vous avez l'autre école qui vous dit c'est pas la peine de faire une dégression, il suffit d'arrêter et puis c'est tout. Après, ça, c'est au médecin de juger. Oui? Pour rebondir sur ça, en fait, c'est notre problème avec tous les corticoïdes, mais là, pour ne pas poser des corticoïdes, des dermocorticoïdes, vous avez dit il faut taper fort et court, et tôt aussi, enfin, c'est mes souvenirs de fac, c'était tôt parce qu'à la fin, ça retarde la cicatrisation. Enfin, tôt. Or, tôt, c'est pas le médecin en Tunisie, tôt, c'est le pharmacien, donc comment est-ce qu'on peut juger? Le pharmacien, il doit adresser au médecin. Tout simplement. Alors, prescrire un gel sur gras et une crème émolliente, oui. Pourquoi j'ai mis en vert le corticoïde topique? Parce que ce n'est pas à vous de le prescrire. Vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas de surinfection cutanée. Vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas une surinfection virale. C'est très grave. Un atopique attrape le virus herpès très très facilement. D'ailleurs, vous allez voir dans les recommandations, on va dire qu'il faut éviter d'embrasser quelqu'un qui est porteur d'un herpès. Il ne faut pas qu'il embrasse un atopique. On peut même arriver à une encéphalite virale et une hospitalisation, et c'est très sévère. Donc, prescrire un corticoïde topique sur une surinfection herpétique sans antiviral associé, c'est une catastrophe. Donc, bien sûr, ce n'est pas à vous de le prescrire, le dermocorticoïde. Mais votre rôle est d'adresser justement le patient pour que les choses soient prises à temps. De ne pas dire que c'est une allergie aux protéines de lait de vache, de ne pas prescrire un lait sans lait de vache ou de ne pas conseiller. Voilà, vous pouvez très bien donner un gel sur gras, un émollient, personne ne vous en voudra pour ça. Même quand le patient va consulter après un dermatologue ou un pédiatre, il n'y aura aucun problème. Justement, Mais c'est la conduite à tenir. On va faire un scénario d'un bébé qui arrive comme ça. Ouais. Donc, d'après vous, on donne le gel sur gras et la crème émolliente et on lui dit chauffe la tête et sinon tu vas chez le médecin, c'est ça? Oui, c'est très possible. Vous avez 2 scénarios. Soit vous dites crème émolliente et gel sur gras et vous voyez, soit vous dites si c'est plus sévère que ça. Honnêtement, ce petit, c'est pas
si sévère que ça, même si quand même on va avoir besoin d'un dermocorticoïde. Soit vous lui dites d'emblée aller voir votre médecin. À la khater, c'est vrai qu'un médecin, quand il voit certains médecins, il ne faut pas exagérer, quand il voit débarquer quelqu'un avec un gel sur gras et un émollient, dit il a haut à son préféré. Donc il va lui dire laissez tomber ça. Donc la pauvre chérie, la maman, elle aura déboursé les 40 ou les 50 dinars, on sait tous que ça coûte très cher, pour que le médecin batte pour son plaisir à lui. C'est vrai, mais bon, c'est la réalité. Donc en fonction du médecin auquel vous avez affaire, en fonction du médecin qui est à votre proximité, si vous savez les habitudes du médecin qui est à côté de vous et qu'il y a une certaine entente et que ça ne pose aucun problème, conseillez le gel, sinon dites-lui d'emblée aller voir un dermatologue. Moi, je me fais de conseiller, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les 3 jours, est-ce qu'elle peut s'en sortir sans dermocorticoïde? Non, comme ça, non, c'est difficile. Non. Et en plus, il y a une différence entre les crèmes, les laits, les émollients, les pommes. Comment maintenant on peut les trois ça? Bien sûr, en fonction du degré de la sécheresse cutanée. Si la peau n'est pas très sèche, on va prescrire un lait. Enfin, chez l'atopique, ce sera toujours une crème. Ce ne sera pas un lait parce que un des signes de l'atopie, de la dermatite atopique, c'est la sécheresse cutanée. Donc, ça ne sera pas un lait, ça sera une crème ou un baume si vraiment c'est une peau très sèche. En sachant que dans la dermatite atopique, les signes les plus précoces, c'est l'eczéma et la sécheresse cutanée va apparaître au cours de l'âge. On la verra chez un enfant un peu plus grand que ça, elle sera plus extrême. Hein, d'accord ? Donc, c'est une des manifestations les plus précoces de l'atopie. Dans la marche atopique, on a l'asthme, on a la dermatite atopique, on a la rhinite allergique, la conjonctivite allergique. Donc, la plus précoce, généralement, c'est la dermatite atopique. Elle commence vers l'âge de 2-3 mois, hein, alors que les bronchiolites, c'est un peu plus tardif, la conjonctivite et la rhinite. Donc, c'est ce qu'on appelle la marche atopique. Donc, c'est une maladie chronique. C'est une dermatose inflammatoire chronique. Donc, on va traiter, c'est sûr, on va traiter la poussée, ça va guérir, mais il y aura des récidives. Il faut le dire aux parents, justement. Toute la vie? Non. Justement, elle est spontanément résolutive. Heureusement, dans 80% des cas, vers l'âge de 6, 7, 8 ans, ça dépend des enfants. À moins qu'on ait un grand terrain allergique, qu'on ait des antécédents de dermatite atopique chez les parents, à ce moment-là, une dermatite atopique adulte, parce qu'il y a des gens qui gardent leur dermatite atopique jusqu'à l'âge adulte, mais c'est exceptionnel. En tout cas, pas chez nous en Tunisie. Contrairement à la dermite séborréique, la dermatite atopique à Anafitoun, elle est beaucoup moins fréquente qu'en Europe et elle est beaucoup moins sévère qu'en Europe. Et ça, ce serait dû peut-être à l'industrialisation excessive. On n'explique pas pourquoi il y a ce décalage entre les pays donc du Nord par rapport aux pays en voie de développement. Voilà. Donc voilà, simplement pour vous dire que chez le tout petit, justement, le moins de 2 ans, le siège des lésions est important. Tout à l'heure, il y avait un argument très important. On m'a dit c'est pas généralisé. Justement, dans l'allergie aux protéines de lait de vache, c'est généralement généralisé, c'est pas localisé. Donc dans la dermatite atopique, c'est généralement les convexités. Donc on a une atteinte des choux, des coudes, des genoux. Parfois, ça peut s'étendre, hein, mais ça commence là. Alors que chez l'adolescent et chez l'adulte, c'est plutôt une atteinte des plis de flexion. Donc les plis antécubitaux, les creux poplités, et puis on a ce qu'on appelle des zones bastions, comme les mains et le décolleté. Ça, c'est des zones qui sont assez résistantes chez l'adulte et chez l'adolescent. Alors, le traitement, justement, c'est vrai que pour le traitement d'attaque, ça va être plutôt le rôle du médecin, donc ça va être la prescription d'un dermocorticoïde, hein, c'est le seul entre parenthèses, on va voir un autre traitement qui existe aussi. Mais après, l'important et votre rôle à vous, donc en collaboration avec le médecin, c'est surtout dans le traitement de prévention. Donc à côté de la prescription d'un gel sur gras, d'une crème émolliente, il y a 36 000 conseils à donner aux parents, donc on va voir. Et nous, on le dit, c'est vrai en consultation, mais à la première consultation, c'est très difficile. La maman est très angoissée, elle est focalisée sur les lésions, donc elle va écouter la moitié de ce qu'on lui dit. Donc si c'est encore répété à la pharmacie, elle va adhérer encore plus et on va avoir une meilleure observance du traitement. Alors, la corticophobie, j'ai mis ça en rouge parce que
Mazelna encore, donc je vous ai dit, il faut taper fort, il faut bien taper, il ne faut pas avoir peur des corticoïdes. On a encore peur des corticoïdes, on est corticophobe. Je dis on, les médecins, les pharmaciens, parce qu'on nous a appris ça. Sur les bancs de la fac, on a diabolisé les corticoïdes et on nous a dit que ça fait des effets secondaires, etc. Et tout. Alors avec l'expérience et surtout avec les dermatopédiatres, je parle bien des dermocorticoïdes. Je ne parle pas des corticoïdes par voie générale, par Péros. Je parle des dermocorticoïdes. Il en faut beaucoup pour arriver à des effets secondaires. D'accord? Donc le fait de dire badigeonner l'enfant de dermocorticoïdes, c'est pas grave. Il ne faut pas en avoir peur. Vous n'êtes pas convaincus? Pas tous en tout cas. Mais de toutes les façons, on est confronté à ça. Très souvent, moi, les parents reviennent me dire là, on fait le pharmacie, ah bon, corticoïdes sur le visage, elle vous a donné ça? Oui, on a donné ça. D'accord? Il ne faut pas en avoir peur. Comment? Un bon corticoïde, oui. On va le voir, il faut un niveau 3, donc c'est-à-dire un corticoïde fort. Hein. On ne va pas donner l'Ocapred ou la pommade à l'hydrocortisone, on va donner l'Ocadop, Dermozone, etc. Et en connaissance de cause. Alors, c'est pas je ne parle pas de moi, là, c'est la communauté des dermatopédiatres, c'est les recommandations. Donc tapez fort et court. On va pas donner ça pendant un mois, bien sûr, ça c'est clair. On va éduquer les parents pour qu'ils ne réutilisent pas le traitement tout seul, quoique dans les recommandations, il y a ce qu'on appelle le traitement proactif. Donc on va conseiller aux parents d'avoir le tube de dermocorticoïdes et de commencer dès l'apparition des lésions. Et ça, c'est plus en Europe où les rendez-vous sont très... Un rendez-vous avec un dermatologue, c'est 2 mois d'attente, en France notamment, surtout en province. Donc, on leur donne le tube de corticoïdes et on leur apprend à utiliser le traitement. C'est ce qu'on appelle un traitement proactif, c'est-à-dire avant même l'apparition des lésions, mais pour une courte durée. Et il n'y aura pas de problème. Il n'y a aucun problème à le faire. Alors, la seule précaution à prendre, c'est le siège chez les nourrissons. Donc, quand il y a une occlusion par les couches, c'est pas bien de mettre des corticoïdes en occlusion avec une macération avec les selles et les urines. Ça peut créer une inflammation qu'on appelle granulome glutéal, et aussi sur les paupières, parce que la peau est très fine, qu'il y a une pénétration plus importante, qu'il y a un risque de glaucome. Mais on n'a même pas besoin de mettre un corticoïde sur les paupières. Si on traite les joues, il y a une diffusion de proche en proche et tout rentre dans l'ordre. Il faut simplement... Pardon? Pour le siège, généralement, on donne un petit corticoïde si c'est vraiment très inflammatoire, mais très souvent, on a une surinfection candidosique associée. Donc, on donne un antimycosique, une crème barrière, et généralement, on n'a pas besoin d'avoir recours au corticoïde. Si ça résiste, Natio Locapred pour une courte durée. Une seule application par jour, hein. Il n'y a pas besoin de mettre 2 fois par jour les corticoïdes. Une seule application est largement suffisante, généralement le soir, une fois que le patient est nettoyé, qu'il aura... Juste, je voulais vous parler donc, du Protopic, donc, qui est un inhibiteur de la calcinurine. Donc parfois, vous pouvez avoir des prescriptions pour des dermatites atopiques. Donc chez l'enfant, c'est 0,03%, chez l'adulte, c'est 0,1%. Le 0,03 n'existe pas en Tunisie. Le 0,1% existe. On commande ferme, hein, d'accord? Oui, on commande ferme avec une lettre confidentielle de la part du médecin. Et on peut avoir recours à ce traitement. Hein. Parfois, moi, je le fais venir du Protopic à 0,03% pour mes patients quand c'est vraiment une dermatite atopique qui devient corticodépendante. C'est-à-dire, on arrête, ça reprend, on arrête, ça reprend. Et si, justement, on va retomber dans une prescription chronique, on va tomber dans une prescription chronique avec un risque d'effet secondaire, à ce moment-là, on a le choix, une autre alternative, le Protopic, qui, lui, n'a pas du tout les effets secondaires des corticoïdes, pas d'atrophie cutanée, pas de vergeture, pas d'hyperpilosité. Voilà, c'est ça les effets secondaires locaux, mais on n'a pas tout ce qui est insuffisance surrénalienne et tout par la corticothérapie par voie générale. C'est-à-dire, c'est quoi l'avantage du Protopic? C'est qu'il ne donne pas d'effets secondaires. Si on va être ramené
Si on a une dermatite atopique corticodépendante, c'est-à-dire à chaque fois on va prescrire des corticoïdes, tous les mois le patient va venir en poussée sévère, et on va prescrire des corticoïdes pendant 10 jours. Le mois d'après, pendant 5 mois, là on va tomber dans les effets secondaires, c'est clair. Moi je dis, il ne faut pas être corticophobe pour une prescription une fois tous les 3 mois, mais pas comme ça tous les mois. Avec le prototype, il n'y a pas ces effets secondaires. Non, durée. Oui. C'est un peu cher. C'est trop cher, oui. Et avec la peau-thérapie. Pardon? Mais on ne peut pas éviter ça en utilisant le traitement proactif. Non. Non, c'est généralement des dermatites atopiques qui sont très étendues en fait, et donc qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser, ça arrive là. Oh, très souvent, la majorité des cas c'est spectaculaire, c'est 7 jours de corticoïdes, le bébé dort, il n'y a plus de lésions, après on fait peut-être 7 jours de dégression et tout rentre dans l'ordre, et il va vous refaire une poussée dans 2 ou 3 mois. Quand il va commencer sa poussée, ça va être une petite lésion de la joue, une petite lésion de l'autre joue, bchouaya. Mais à ce moment-là, on éduque la maman, on lui dit, il ne faut pas utiliser le dermocorticoïde toute seule, mais vous pouvez renforcer l'émollient. Donc, quand l'émollient une fois par jour ou 3 fois par semaine, elle va en mettre 2 à 3 fois par jour. Si elle n'arrive pas à gérer, elle consulte rapidement et on casse l'inflammation, on prescrit un dermocorticoïde et on casse l'inflammation. Ça, c'est la majorité des cas. Mais on a quelques patients chez qui, dès qu'on arrête les corticoïdes, 3 jours après, il vous fait la flambée. Est-ce que l'hygiène reprend. Est-ce que l'hygiène de vie et l'alimentation est en cause? Très bonne question. Alors, l'alimentation, pas du tout. D'accord, ça a été prouvé, à moins qu'il y ait vraiment des signes digestifs ou une cassure de la courbe staturopondérale. À ce moment-là, il faut chercher une allergie alimentaire associée à la dermatite atopique. D'accord? Donc, mais ce n'est pas la cause de la dermatite atopique. Donc ça, c'est une erreur très courante avec... moi, je vois, c'est l'amélioration parce qu'on a vécu des cas où les médecins disent que l'alimentation n'a pas de place. Et patati patata. Et nous, lorsqu'on dicte aux malades de ne pas donner aux enfants tel aliment. Quels aliments? Par exemple, le chocolat, par exemple, les fraises. Par exemple, il ne faut pas nettoyer les vêtements avec de l'homo. Il ne faut pas donner ça et ça et ça. Ça s'améliore. Vous êtes en train de parler d'autre chose. Vous êtes en train de parler de l'urticaire. On va le voir tout à l'heure. Non, à part l'urticaire, même dans les dermatites. Non, ça c'est prouvé, c'est scientifique. C'est pas mes paroles, hein, c'est les paroles des études scientifiques. Parfois, je vais vous parler de mon expérience personnelle et je vous dirai que c'est mon expérience personnelle, mais là, c'est admis. C'est un consensus. Les études scientifiques ont prouvé, justement parce qu'il y a eu de tels régimes d'éviction qui ont été imposés aux bébés qu'on est tombé dans l'effet contraire de retard staturopondéral et de choses astringentes et carrément handicapantes pour toute la famille. Ça devient un cauchemar, un calvaire à vivre. Et les études ont montré que l'allergie alimentaire n'a pas trop sa place dans la dermatite atopique. Dans l'urticaire, oui, on va le voir. Par contre, les règles d'hygiène, oui. Comment laver le bébé, comment l'habiller, etc. Ça, c'est très important dans la fréquence des poussées de la dermatite atopique. Combien se laver par jour par le gel? Autant qu'il veut. Autant qu'il veut, mais il faut simplement utiliser un gel sur gras et hydrater l'enfant après la douche parce que la peau se dessèche après la douche. Donc une utilisation répétée des émollients, ça c'est votre rôle aussi avec nous, il faut le dire et le redire aux patients atopiques et éviter les facteurs de dessèchement cutané. Alors, je n'ai aucune préférence pour aucune crème, elles sont toutes équivalentes, mais c'est vrai qu'il y a une variation, comment on dit, personnel, patient dépendant. Il y a des patients qui réagissent mieux à une crème qu'à l'autre. C'est pas grave. Il faut prendre la peine d'écouter la maman parce que c'est elle qui va appliquer le traitement et voir avec elle quelle est la crème qui l'arrange. L'essentiel, c'est qu'elle hydrate le bébé. Alors, dans les recommandations générales, au fait, c'est des recommandations, tout ce qui dessèche la peau doit être évité. Parce qu'en fin de compte, on a prouvé que dans la dermatite atopique, on a une anomalie du ciment interkératinocytaire, c'est-à-dire du ciment qui relie les kératinocytes entre eux, les cellules de la peau entre elles.
et qui fait qu'il va y avoir une pénétration d'allergènes plus importante et une peau qui va devenir plus sensible. Donc, pour réparer ce ciment, on va utiliser les crèmes émollientes. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une amélioration à l'âge de 4-5 ans, parce que peut-être l'enfant va réguler avec l'âge ce ciment interkératinocytaire. Ça reste des hypothèses physiopathogéniques, hein, pas encore prouvées, mais en tout cas, il est prouvé que le fait d'éviter tout ce qui dessèche la peau, ça améliore les atopiques, ça améliore leur confort de vie et surtout, ça retarde les poussées. Ça retarde les poussées et ça diminue l'intensité de la poussée. Donc, on aura une poussée moins sévère. Donc, pas de bain trop chaud, pas trop long. La température de la chambre aussi, il ne faut pas surchauffer les chambres des bébés atopiques. Utiliser un gel sur gras, ça vous l'avez très bien dit. Éviter le port de la laine et du synthétique. C'est très irritant, la laine et le synthétique. Donc, essayez de mettre des vêtements toujours en 100% coton. Et on va dire à la maman, quand elle va nettoyer la chambre de l'enfant, de la nettoyer avec de l'eau toujours, donc un chiffon humide ou une serpillière humide, d'éviter de la poussière, justement, de faire une fumée de poussière. Après, ça, ce sont de plus ou moins vieilles recommandations. Hein. Supprimer les moquettes, les doubles rideaux, les peluches en trop grand nombre, il faut être raisonnable. On a décidé de ne plus être, parce qu'on a montré que le fait d'utiliser des matelas anti-acariens, des couettes anti-acariens, des oreillers, tout ça, c'est beaucoup de marketing. Hein. Après, derrière, quand il y a des études scientifiques qui sont faites, ça n'améliore pas tellement le bien-être des enfants atopiques, ça n'empêche pas ça ne les empêche pas de faire une poussée. Donc il faut être raisonnable en fait, il faut donner des conseils raisonnables aux parents dans la mesure du possible. Hygiène de vie. Oui. Hygiène de vie. Oui. Quelque chose de correct au fait. Et bien sûr, comme je l'ai dit, éviter le contact avec les personnes porteuses d'un herpès. Hein. Et la vaccination va être faite normalement chez les atopiques, aucun problème, on ne va pas changer le calendrier vaccinal. Alors, on va passer au deuxième cas clinique. Ça, c'est une fillette qui a 4 ans, qui a ses lésions qui évoluent depuis 3 jours, qui sont très prurigineuses. Et elle a eu un tatouage de Bracos 8 jours avant. Alors, quel est votre diagnostic ? Eczéma de contact. Eczéma de contact. Bravo. Vous êtes très fort, donc c'est un eczéma de contact. Hein. Effectivement, c'est un eczéma de contact. On le voit très bien, ça délimite la zone de contact. On a des vésicules, comme vous le voyez ici. C'est très prurigineux. Voilà. Alors, cette petite fille a été en pharmacie avec sa maman. On lui a conseillé, alors je vais vous dire ce qu'on lui a conseillé, d'éviter l'eau. On lui a conseillé un antiseptique, de la bétadine en solution, et on lui a conseillé du mébo comme crème cicatrisante. Alors, l'évolution s'est marquée rapidement par une aggravation avec une surinfection des lésions. Là, ce que je vous demande, quelle est l'attitude correcte initiale? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire quand la patiente s'est présentée en office? Allez voir le médecin. Parfaitement. Oh. Orienté au médecin. Et tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait prescrire un corticoïde par voie générale, de l'Unidex en injectable. Pas du tout. C'est pas ça du tout le traitement d'un eczéma de contact. Hein. Alors, généralement, très rarement en dermato, on a recours au corticoïde par voie injectable. Ou par voie orale. Hein. Il est exceptionnel dans ces dermatoses allergiques. Autant pour d'autres dermatoses, oui, mais pour les dermatoses allergiques, c'est exceptionnel d'avoir recours à ça pour la simple raison qu'on a très souvent des phénomènes de rebond. À l'arrêt du corticoïde, on a après un phénomène de rebond et de pérennisation. Donc le médecin va prescrire un dermocorticoïde, tout au plus une petite crème hydratante aussi, en association, un dermocorticoïde le soir, une crème hydratante le matin, et surtout pas une éviction de l'eau. Non, initialement, j'ai dit, au début. Oui, quand c'était infecté, bien sûr, on va prescrire une antibiothérapie. Mais
surtout pas une éviction de l'eau. L'eau n'a jamais été un problème pour les lésions cutanées. Au contraire, l'eau, le fait de laver quelqu'un qui a des lésions cutanées, ça permet de nettoyer, ça permet de faire, d'enlever une charge bactérienne de façon mécanique très importante. Donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut jamais dire à vos patients attention, pas du tout. Même avec une porte d'entrée. Même avec une porte d'entrée, même dans une dermatose infectieuse, même dans un escar, même dans un ulcère de jambe. Tout. Il faut bien sécher après. Voilà, parfait. Parce que si on ne sèche pas après, c'est vrai que ça peut causer une surinfection et une macération. Mais il faut dire aux gens de se laver et de bien se sécher après. Avec peu de l'eau. Utiliser de l'eau. Du savon, nous c'est. C'est bien. De l'eau ou de la sérum fille? Non, de l'eau. Enfin, ça dépend. Dans les ulcères de jambes, ça sera du sérum fille, mais et encore. Hein. Voilà, il est. Dans les grands... Voilà, il est, justement, à Bicha et dans les grands centres de référence des ulcères de jambes. Donc, c'est des services où on ne fait que ça, que les ulcères de jambes, par exemple. Il y a des douches spéciales. À la khatr, le fait de mettre l'ulcération, voilà, la perte de substance sous le jet de la douche, ça vous fait décaper plein de choses. Ça vous fait décaper la fibrine, ça vous fait décaper les bactéries. Donc, ça fait ce qu'on appelle une détertion mécanique. Donc, à l'eau, pas au sérum physiologique. La période ne doit pas être... Est-ce qu'il y a un choix du pH pour les savons liquides ou les produits qu'ils utilisent, les savons? Bien sûr, un pH neutre. Le pH 8, le pH alcalin, vous avez une seule situation où vous allez l'utiliser, c'est la candideuse de la femme, c'est tout. Et ça doit être ponctuel pendant la durée du traitement, 7 à 10 jours, c'est tout. Mais après, la meilleure chose à utiliser, c'est un pH neutre. Pardon ? Le contact avec l'eau. La durée, elle ne doit pas être très longue. Oui, vous avez raison. Il Là, faut que un ça lavage, soit et une non, douche, un lavage, pas un trempage. Vous avez parfaitement raison. Il faut éviter le trempage, à moins qu'on va prescrire un bain de pied dilué à un antiseptique. On voudra prolonger le temps de contact à 5 minutes. Mais c'est vrai qu'on va conseiller une douche plutôt qu'un bain en trempage. On est bien d'accord. On y va. Donc voilà, c'est une réaction d'hypersensibilité retardée à un antigène extérieur. C'est pas. Alors, vous avez remarqué, la lésion élémentaire est la même. Hein. C'est une lésion d'eczéma, c'est une plaque à limite mal délimitée avec des vésicules, ça sointe, il y a des croûtes, mais pas de la même cause. La dermatite atopique, c'est ce qu'on appelle un eczéma intrinsèque, donc il n'a pas de cause extérieure. Hein. On ne sait pas quelle est sa cause, mais il n'a pas de cause extérieure. Alors que dans l'eczéma de contact, on a une cause extérieure. C'est pour ça qu'on appelle un eczéma de contact allergique. D'accord ? Juste, je voulais vous montrer des photos. Donc là, par exemple, c'est le nickel de la montre. Là, c'est le bouton du jean. Là, c'est pas tellement le cuir, mais c'est la teinture du cuir qui entraîne. Donc les teintures sont très pourvoyeuses d'eczéma. Alors, la grande polémique, c'est le harpous, pas traditionnel, l'autre, le harpous industriel qui se vend en tube. Le problème, alors c'est bien beau, c'est facile, on a un eczéma, on va le traiter, tout va rentrer dans l'ordre au bout d'une semaine. Mais le problème, c'est que le paraphényldiamine, ce PPD, il est contenu dans plein de choses environnantes, notamment dans les poignées de vélo, dans les colorations des jeans. Donc il va y avoir des allergies croisées. La petite fillette, voilà, la dame qui a fait ce harpous, voilà, la touriste généralement qui a fait ce harpous, elle va être confrontée à ce genre de choses. Donc il y a eu des campagnes de prévention très importantes en Europe, notamment en France, il y a une dizaine d'années, par rapport à ça, disant aux gens qui vont voyager dans les pays où on fait du harpous, donc au Maghreb et tout, d'éviter cela, pas pour l'eczéma de contact en lui-même, celui qui va se passer au harpous, mais surtout pour les retombées après, parce que le paraphényldiamine existe dans notre environnement et donc ça va poser problème, hein, ça va poser problématique. Avant, dans les filtres solaires aussi, on avait l'acide para-aminobenzéique qui peut avoir des allergies croisées avec le harpous, mais là de plus en plus, il n'y a plus d'écran où on met ce filtre, ça a été évité parce que c'est un filtre qui est très très allergisant justement.
Voilà, le diagnostic, il est généralement clinique, hein, à moins qu'on veuille vraiment déterminer quel est l'agent en cause. Bon, chez cette fillette, c'est évident, mais parfois, c'est pas si évident que ça. Donc, on fait soit des patch tests avec une batterie standard, donc c'est une batterie où on a les agents les plus réputés allergisants. Par contre, si on suspecte un agent en particulier, comme l'allergie à la montre, on va tester que le nickel ou que le caton. Et c'est joli, vous voyez, vous avez les vésicules, et ça reproduit l'eczéma, en fin de compte. Hein. Pourtant, on met de toutes petites quantités, mais un eczéma, c'est quantité indépendante. Ce n'est pas dépendant de la quantité. Il suffit d'un tout petit contact ou une toute petite quantité pour que ça se déclenche. Il n'y a pas de réaction aussi. Pardon? Il n'y a pas de risque de réaction allergique grave. Justement, il est dit... Pour les patchs. Pour les patchs, il est dit de les faire à distance d'une poussée. Il y a des conditions bien particulières dans lesquelles on fait les patchs. On les fait à distance de poussée pour éviter justement des réactions très graves. Et on met vraiment des quantités infinitésimales de telle sorte qu'on va avoir une allergie vraiment localisée à la zone de contact. Alors, on passe à un autre cas clinique. Un petit garçon de 6 ans qui, depuis 3 ans, fait de manière récidivante, vers le printemps généralement, ces lésions qui sont localisées au niveau des membres, essentiellement, il en a quelques-unes au tronc et au visage. Excusez-moi, vous n'avez pas dit qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on fait, à part là-bas, éviter le... Adresser à un médecin, j'ai dit. Topique, avec un corticoïde. Rien du tout. Vous n'allez pas prescrire un corticoïde topique. À part le corticoïde, j'ai dit une petite crème émolliente, c'est tout, une petite crème hydratante pour améliorer le confort du patient. Oui? Ben, je vous ai dit, vous pouvez rien faire à votre échelle. Vous pouvez donner une crème hydratante, mais ça ne fera rien pour la petite. Il faut absolument qu'elle reçoive une corticothérapie par voie locale. Pour éviter le contact avec le... Non, ça ne marche jamais. À moins que ce soit une dermite d'irritation, pas un eczéma de contact. Et là, c'est différent. Une dermite caustique, oui, elle peut guérir sans avoir recours à un dermocorticoïde. On peut donner une crème barrière pour éviter le contact avec l'allergène. Oui, ça c'est après, mais c'est le médecin qui va le prescrire s'il sait qu'il va être confronté encore. La petite, elle ne va plus être confrontée au HACOS, donc ça sert à quoi de lui donner la crème barrière? Non, ce n'est pas le cas du HACOS, mais... Dans les autres cas, je pense que ça va être l'ordonnance du médecin. Le contact avec l'allergène qui va se renouveler. On peut, mais ça ne protège pas à 100% les crèmes barrières. Alors, il faut éviter, après, parmi le traitement, c'est d'éviter l'allergène. Prescrire un dermocorticoïde et éviter l'allergène. Je pense que le problème qui se pose à nous c'est le fait que les gens, dans l'histoire du HACOS, c'est typique, les autres choses, on peut dire c'est autre chose. Et elle peut dire, ah ben non, j'ai eu ce problème avec le HACOS et je suis allée voir le médecin et j'ai pris, en plus ils les connaissent, les gens, les corticoïdes, c'est tellement connu. J'ai pris, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, et ça a marché. Et ça a marché. Donc elle va réclamer le locateur. C'est en votre âme et conscience. Ça, c'est à vous de décider. Si vous êtes sûr que ces lésions ne sont pas surinfectées, elle peut venir avec un eczéma surinfecté. Nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment diaboliser les risques. Moi, par exemple, je donne des corticoïdes qu'on donne des gouttes. Moi, je dis non, il y a quelqu'un, ça peut justement avec ratite herpétique, je dis tu peux perdre ton œil, ce sera pas. Voilà, oui. Donc le truc vraiment très gros par rapport à ça, je pense que ça va être ça notre rôle. Je pense que c'est clair. Vous allez voir, alors il y a d'autres cas cliniques où votre rôle à vous pouvez gérer tout seul. Mais bon, dans certaines situations. On ne peut pas gérer seul, je veux dire, c'est ça. Oui, j'ai compris, c'est bien, oui. Comment se comporter dans le cas Oui, il faut convaincre. Si vous ne prescrivez rien, si vous ne donnez même pas de crème hydratante, ça va l'encourager à aller voir le médecin, justement. Ou aller voir le pharmacien, je crois. Oui, elle va tourner en rond. Là où chaud, on le vit. Bon, ils vont tourner en rond. Voilà, il faut dire qu'ils soient convaincus en sortant de la pharmacie, pas juste dire un mot.
Si on lui dit que ce mot-là, il va aller au pharmacien du Non, 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 il faut le convaincre, il faut lui dire pourquoi. C'est une question explicative. Si les confrères parlent de conseils aux pharmacies, parce que très souvent, il y a des malades qui n'ont pas le moyen de se faire payer un dermatologue. Oui, on l'a dit ça tout à l'heure. Mes confrères insistent sur la possibilité de dépanner le malade, je dirais. Parfaitement, dépannez-le, je l'ai dit, à votre âme et conscience. Madame, moi, je ne peux pas vous dire, j'ai bien dit dès le départ, je ne parle pas du côté législatif. J'ai bien annoncé la couleur dès le départ. Paul, je ne parle pas du côté législatif. On n'est pas là pour dire les dames t'as le médecin, les dames t'as le pharmacien. Parce qu'elles insistent, elles sont confrontées à des Michel, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de surinfection cutanée, vous pouvez prescrire un dermocorticoïde. Après, on m'a dit, ça va marcher avec une crème émolliente. Je vous garantis que ça ne marchera pas avec une crème émolliente. Qu'elle gardera son eczéma pendant des mois et des mois. Tant que le hakous est là, on ne peut pas l'enlever, un hakous. Il est là, la réaction inflammatoire a été initiée, on ne peut pas revenir en arrière. Peut-être après 6 mois, oui, mais elle va se grader à mort pendant 6 mois, c'est tout. Et tant mieux, on maîtrise, nous, moi j'apprécie, merci beaucoup, on arrive à maîtriser notre corticophobie, parce que nous, franchement, on est en première ligne, beaucoup plus que les médecins par rapport à ça. Donc, oui. Le fait de maîtriser, de se dire, voilà, même si elle le prend à côté et que c'est mademoiselle, je dis, mademoiselle, ne s'est pas surinfectée, là, voilà. Mais au moins, on sait où on en est. Exactement, oui. Mais, alors, on continue. Donc, on a dit un garçon de 6 ans qui a cette dermatose de manière récidivante depuis 3 ans, qui se gratte. Il a reçu des antihistaminiques et une crème antibiotique qui ont été prescrits par un médecin sans succès. Quel est votre diagnostic? Alors, je vais juste vous montrer, c'est un prurigo, donc je vais vous montrer les photos d'un impétigo. Hein. C'est très différent, la lésion élémentaire n'est pas la même. Dans l'impétigo, on a ce qu'on appelle des croûtes mélicériques. Je suis désolée, il y a des couleurs qui ne rentrent pas. Ça, c'est psoriasis, hein, d'accord? Donc ça, c'est impétigo, la photo en haut de droite et de gauche. Donc on a ce qu'on appelle des croûtes mélicériques dans l'impétigo. Donc la lésion élémentaire, c'est une petite vésiculopustule, voire une bulle qui est remplie de pus, d'accord? Donc quand le pus va se rompre, ça va créer cette croûte un peu jaunâtre qu'on appelle mélicérique, qui est adhérente. Et très souvent, le début est périorificiel, donc soit autour de la bouche, autour du nez, autour des yeux, autour des oreilles, d'accord? Après, on peut avoir une extension à tout le corps, d'accord? Alors que dans le prurigo, c'est différent, c'est quand même une papule, donc c'est une lésion qui est en relief, qui est rouge, qui est centrée par une toute petite vésicule qu'on ne voit pas souvent, parce qu'elle est rapidement excoriée par le patient. Donc on va juste trouver la croûte, on n'aura pas la vésicule. Et le siège est en faveur du prurigo, c'est les zones découvertes, hein, d'accord? Donc c'est le visage, les membres, et parfois, tellement la réaction inflammatoire va être importante que ça peut s'étendre au reste du corps, même des zones qui sont couvertes. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut prescrire un antihistaminique? Est-ce qu'il faut prescrire un dermocorticoïde? Est-ce qu'il faut prescrire une corticothérapie par voie générale, une crème anti-moustique ou bien des conseils de protection contre les moustiques? Orienté vers un médecin. Eh ben non. On y arrive. Eh ben non. Alors, pour le prurigo, justement, donc j'ai mis en rouge au stade, à l'officine, vous pouvez tout à fait prescrire une crème anti-moustique ou une crème anti-prurigineuse comme le Prurex, d'accord? Vous allez beaucoup nous aider en conseillant une protection contre les moustiques et les acariens, d'accord? Parce que
Le prurigo, c'est en fin de compte pas la piqûre en elle-même, mais c'est un terrain particulier, c'est généralement un terrain atopique et on va avoir une autonomisation de l'inflammation et donc les lésions vont s'étendre sans qu'il y ait réellement de piqûre à chaque zone. Donc c'est soit le moustique, en été surtout, soit carrément les acariens parfois, donc c'est des petites bêtes qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on va conseiller aux parents, c'est d'utiliser justement les crèmes répulsives anti-moustiques, les moustiquaires, et on va surtout aussi, par rapport aux acariens, leur conseiller d'utiliser un insecticide donc, derrière, sur les meubles, sous les meubles, derrière l'armoire, sous le lit, d'aérer la chambre, d'aérer les oreillers, tout ce qui peut éviter les acariens, on va le conseiller. Quand est-ce qu'on va prescrire un dermocorticoïde? Quand ce sont des lésions très importantes, quand c'est très étendu et qu'on n'arrive pas à gérer avec la crème anti-moustique. On prescrit un dermocorticoïde pendant 5 jours, maximum 1 semaine, et tout rentre dans l'ordre. Ça peut évoluer vers l'infection? Oui. Ça peut très souvent sympétégéniser parce que justement les gens se grattent et comme vous le savez très bien, on a des bactéries sous les ongles et donc ça peut s'infecter et à ce moment-là, on prescrira un antibiotique quand c'est infecté. Quand c'est pas infecté comme chez ce patient, il n'est pas nécessaire de prescrire un antibiotique. Quand on n'est pas sûr de l'hygiène des gens qui sont devant nous, on peut prescrire un antiseptique pour éviter justement la séro-infection. On peut ajouter une crème cicatrisante? Non. Mais généralement, c'est très superficiel, c'est des choses qui cicatrisent. Ça laisse une petite cicatrice pigmentée qui va durer pour 1 ou 2 ans, mais après, elle disparaîtra toute seule. À l'âge adulte, il ne gardera rien. Mais pendant toute la grande enfance, vers l'âge de 2-7 ans, c'est des enfants qui vont avoir ça tous les étés. Ils vont avoir toujours des petites taches brunes dans les jambes, mais généralement, c'est des choses qui partent toutes seules. La crème cicatrisante ne changera pas grand-chose. Peut-être elle va améliorer le confort par l'hydratation et pour enlever la croûte, décaper les cheveux, mais ça ne changera pas grand-chose en termes de cicatrices. En 1 semaine, vous éradiquez ça? Oui. Par un dermocorticoïde, oui. Par la crème anti-moustique, c'est plus long. En général, il reste tout l'été. Parce que personne ne prescrit un dermocorticoïde. Parce qu'ils se disent, bon, c'est tous les ans comme ça et c'est bon. Exactement. Et très souvent, les généralistes et les pédiatres prescrivent un antihistaminique pour ça. Alors que l'antihistaminique ne sert à rien du tout parce que c'est une réaction d'hypersensibilité cellulaire retardée, donc ce n'est pas une réaction immédiate. L'antihistaminique, il a son effet dans les réactions d'hypersensibilité immédiate de type urticaire. Dans les réactions cellulaires, il va être juste sédatif, c'est tout. Et les antihistaminiques de nouvelle génération ne sont pas tellement sédatifs. Donc ça ne sert à rien de prescrire un antihistaminique. Donc ça ne diminue pas le prurite de donner l'antihistaminique? S'il n'est pas sédatif, pas tellement. Mais bon, il y a toujours un petit effet sédatif des antihistaminiques. Par la sédation, pas par le... Pas par l'effet antihistaminique, oui. Donc voilà la lésion élémentaire, c'est une petite papule. Là, on a attrapé la vésicule parce qu'elle n'était pas encore excoriée. Parfois, la réaction de l'intensité est tellement importante qu'on peut avoir des bulles. C'est ce qu'on appelle un prurigo bulleux. Le prurite, le grattage sont très fréquents. Donc la topographie, c'est habituellement le visage et les membres, mais on peut avoir une atteinte des fesses sans problème. Voilà, ça on a vu. Alors, les adultes maintenant. On passe aux adultes. Donc ça, c'est une dame de 41 ans qui a eu 3 grossesses, 3 enfants, qui a une contraception par stérilet et qui présente ces lésions. Vous voyez que je ne vais pas décrire, c'est des lésions hyper pigmentées, du front, des joues, qui évoluent depuis 5 ans progressivement. Quel est votre diagnostic? Je ne vais pas vous donner de... Voilà, c'est un mélasma, effectivement. Donc, c'est typique. Donc, c'est la femme en activité génitale qui vient avec ces lésions. Alors, d'après vous, parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui sont considérés comme facteurs aggravants du mélasma? Grossesse, prise de progestérone, exposition au soleil, oui. Utilisation de gants. Pour une fois, on va discréditer le tabac. Le tabac n'a aucun rôle dans le mélasma. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer de fumer, mais bon, voilà.
le tabac n'est pas incriminé dans la physiopathologie du mélasma. Hein. Donc on le sait tous, le mélasma c'est un terrain génétique sur lequel on va avoir des facteurs endocriniens qui vont intervenir. On ne les retrouve pas nécessairement, hein. Ça peut être une femme qui n'a jamais pris d'œstroprogestatif, qui n'a jamais eu de grossesse aussi, ça peut être chez la jeune fille. Des facteurs extérieurs irritants aussi, donc ça ils sont à rechercher et surtout à bannir parce que ça va pérenniser le mélasma et ça va l'aggraver. Tout ce qui est naturel n'est pas bon à mettre sur le visage. Retenez cette règle. Pas de miel, pas de camomille. Naturel, pas de citron, pas de miel, pas de camomille, pas de... Tout ça, c'est une catastrophe pour le visage parce que ça irrite la peau et ça crée une hyperpigmentation réactionnelle. On irrite la peau, elle va pigmenter. C'est quoi le gant de crin? Le gant de crin, qu'est-ce que ça fait? Le fait de frotter, il y a aussi l'épilation à la cire et au sucre traditionnel, ça aggrave un mélasma. Tout ce qui irrite la peau, tout ce qui rend la peau un peu rouge, ça peut aggraver un mélasma. Le gommage aussi, c'est une catastrophe pour le mélasma. Zit, c'est une catastrophe. Zit ou vitamine E. Alors justement, la patiente se présente à vous comme ça en pharmacie. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous conseillez une préparation à l'hydroquinone? On adresse un médecin normalement. En plus, le On dosage donne déjà l'écran et si on veut une crème dépigmentante, mais surtout on doit adresser un médecin parce qu'il y a beaucoup de plusieurs sources. Ça peut être transport, ça peut être Exactement. Pour moi, là, on est d'accord, c'est bien. À part sur les produits naturels où on n'est pas d'accord, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Prescrire une photoprotection, c'est très important. Il faut dire à la patiente que ce soit une photoprotection par écran solaire ou une photoprotection vestimentaire, c'est-à-dire dans ce cas-là par un chapeau, surtout dans la période estivale, en été. Ça, il faut le dire à la patiente, il faut le répéter. Nous, on le dit, vous devez le dire. Le soleil, c'est son ennemi, c'est clair. Le soleil, c'est l'ennemi du mélasma. Donc, à chaque fois qu'elle va s'exposer au soleil, à chaque fois, son mélasma va devenir de plus en plus foncé, il sera de plus en plus difficile de le traiter. Alors, mais pas seulement les UV. Pourquoi adresser au médecin puisqu'on connaît la cause? Donc, on lui dit la cause c'est telle chose. Donc, si vous voulez enlever la cause, et ça va s'améliorer, et on donne les crèmes qui ne sont pas des produits tableaux. Et ça marche, on peut gérer nous-mêmes. Ça marche, elle retrouve une peau tout à fait normale. Si on arrive à arrêter la cause, c'est-à-dire on enlève le stérilet, on arrête les pilules, on améliore la main. Et la génétique. On donne un apport. Il y a la solution de la bulka. La bulka. Ah, burqa, c'est pas dit bulka. La C'est burqa. une protection totale. Le burqa. Pas l'écran totale, c'est une protection totale. Non, alors, je vais répondre à votre commentaire. C'est vrai, les facteurs aggravants, si on les connaît, si on les enlève, ça va empêcher l'aggravation du mélasma. Mais le mélasma, c'est une dermatose chronique. Et la génétique Schrass, si c'était aussi simple que ça, on guérirait toutes les femmes de notre pays qui ont un mélasma. C'est très compliqué. C'est une dermatose chronique, très difficile à traiter. C'est notre bête noire à la limite, hein, parce qu'il faut une compliance très importante de la part de la patiente et il faut un long souffle pour arriver à rendre le mélasma à peine visible. En tout cas, moi, je défie le médecin qui vous dit « je peux blanchir une patiente de son mélasma ». C'est vraiment de la science-fiction. Il y a de la prévention possible. Malheureusement, c'est de se protéger du soleil. Moi, je le dis toujours aux patientes qui sont enceintes. Alors, on va revenir au stérilet. Le stérilet n'est pas en cause, à moins qu'il soit hormonal. Un stérilet de cuivre qui n'est pas hormonal n'a aucun lien. Donc,
moi, ce que je dis toujours aux femmes enceintes, c'est de se protéger d'une manière draconienne du soleil. Éventuellement, pour celles qui ont déjà un petit mélasma ou des petites taches qui ont commencé même avant, prescrire un dépigmentant topique qui est permis, qui ne soit pas interdit pendant la grossesse, un dépigmentant cosmétique, j'entends. Et là, ça marche, hein. Mais le problème, c'est le behavior, le comportement de la patiente. Elle en a marre de se protéger du soleil après. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit le soleil, c'est l'ennemi du mélasma, c'est l'ennemi de la patiente mélasma. Il faut avoir beaucoup de souffle, mais vraiment, on arrive à éclaircir un mélasma avec la confiance. Quels sont les autres traitements? Justement, les autres traitements, le chef de file, c'est la préparation à l'hydroquinone. Oui, mais elle est de plus en plus délaissée. Allez. Ça dépend, justement. Alors, la préparation à l'hydroquinone, bon, ça, on va passer. Les facteurs endocriniens, on a dit. Les facteurs exogènes, je vous ai dit. Donc, tout ce qui est irritation de la peau. Donc, ne pas oublier la génétique. Hein. On peut tout enlever. On peut enlever le soleil, on peut enlever l'hormonal, on peut enlever les facteurs extérieurs. Mais la génétique, pour avoir une thérapie génique, on est encore très loin. D'accord? Alors, protection solaire. Les traitements dépigmentants, le chef de file, c'est la préparation à l'hydroquinone ou carrément l'hydroquinone pure. Donc c'est un produit à double tranchant, c'est une arme à double tranchant. C'est un produit qui marche très bien, mais c'est un produit qui a qui peut faire beaucoup de dégâts quand il est mal utilisé. Ça peut causer beaucoup de dégâts. Pardon ? Alors, d'abord, la préparation doit être stable, elle doit être bien faite, parce que c'est une préparation qui peut s'oxyder déjà à la lumière et à l'air. Pardon? La plupart du temps, on rajoute de la vitamine C quand on avait ce genre de préparation. On ajoute de la vitamine C. Pour qu'elle soit stable. Pendant l'hiver. Pendant l'hiver, exactement, pas en été. Le soir, on va l'appliquer le soir, donc... En Europe, ils vont vous dire 2 fois par jour, mais en Tunisie, il est hors de question parce que c'est une préparation qui est photosensibilisante. Donc ça contient de l'hydroquinone, ça contient de la trétinoïne, donc un rétinoïde topique qui lui-même est irritant, qui va irriter la peau. Donc quand c'est mal utilisé, quand la patiente va mettre des quantités faramineuses, parce que la patiente, elle croit plus elle applique un traitement, mieux il va être efficace. Donc si on crée une irritation de la peau, on va créer une hyperpigmentation post-inflammatoire et donc on va retomber dans un cercle vicieux. L'hydroquinone, on est parti quand on l'a prescrit pendant 3 à 6 mois avec un arrêt progressif. Qu'est-ce qui se passe avec l'hydroquinone? Généralement, la patiente l'utilise pendant 1 mois ou 2 et c'est miraculeux, c'est spectaculaire, elle a quasiment plus rien. Et si on ne lui dit pas, et si on ne l'éduque pas pour lui dire là où il faut revenir pour diminuer progressivement le traitement, elle va arrêter et ça va être la catastrophe parce que ça sera le rebond pigmentaire. Donc c'est ça l'inconvénient de l'hydroquinone. Ça marche, il faut la prescrire en hiver, il faut bien choisir la patiente donc à laquelle on va prescrire l'hydroquinone, il faut bien lui dire que ça va être long et qu'on va arrêter progressivement. Et dès qu'on arrête la préparation à l'hydroquinone, on fera le relais par un dépigmentant cosmétique, plus toujours une photoprotection draconienne. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir des effets secondaires, donc notamment l'irritation, on en a parlé, une allergie de contact et surtout la catastrophe quand c'est utilisé pendant une longue période. On peut avoir ça. C'est ce qu'on appelle une dépigmentation en confetti et ça, c'est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini. Une fois on arrive à ça, donc ça, c'est une utilisation au long cours. C'est des patients qui s'automédiquent, qui vont redemander la préparation. Voilà, quand il y a la déquinone en tube, elles vont l'acheter et mettre ça tout le temps, et ça va donner ce genre de choses. Pardon. C'est pas uniquement, nous on ne refait pas les préparations sans ordonnance médicale. Et même ils changent les prescripteurs.
C'est ça le problème. Exactement. Exactement. On n'interroge pas suffisamment la patiente, on ne lui pose pas la question, on ne lui dit pas est-ce que vous avez reçu déjà d'autres traitements ou est-ce que vous avez reçu une préparation. Il y a des gens qui font des ordonnances machinalement, elle est devant lui, elle se présente avec son mélasma, elle va faire sa préparation alors qu'elle en a déjà reçu et on va avoir ça. Il y a des gens qui prescrivent l'hydroquinone en été, on est d'accord, hein, ça c'est clair, alors que ça ne devrait pas avoir lieu du tout, même si la patiente vous promet qu'elle ne sortira pas de chez elle et qu'elle mettra un burqa ou quoi que ce soit, ça ne va pas arranger les choses. Voilà. Donc, vous m'avez demandé quels sont les traitements possibles. Donc, la préparation à l'hydroquinone, ça reste le traitement de référence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les recommandations internationales qui le disent. On peut aider aussi avec des peelings, mais il faut que ce soit un peeling doux qui n'agresse pas la peau. Plusieurs séances, ça peut blanchir un peu. Et malheureusement, il n'y a pas encore de laser qui traite le mélasma. On n'est pas encore arrivé à cette technologie. Voilà. Même le CO2. Surtout pas le CO2. Lors de la prescription des préparations à base d'hydroquinone, est-ce que le médecin prescripteur n'a toujours pas peur que la patiente attrape un cancer de peau? Non. Non, parce que ça n'a jamais été. Est-ce que le risque est prouvé? Le risque n'est pas prouvé. Le risque. Ça a été C'est cancérigène. Parce qu'avant, il était prescrit à tort et à travers. Maintenant, ils ont limité. Ils ont dit qu'on va limiter sa prescription à quelques cas. C'est au médecin de faire ce triage. Maintenant, on n'a pas remarqué qu'il y a un tri. La prescription est là. Et le risque est toujours là. Alors, bon, le tri et la prescription est là, ça je ne peux pas vous dire, hein, il faut faire des études épidémiologiques très importantes. Pour le risque cancérigène, c'est au-delà d'un certain pourcentage qu'on a montré qu'il y avait un risque cancérigène. Donc, on a interdit l'hydroquinone dans les préparations finies avec un certain pourcentage. L'hydroquinone, on est très francophone, a été interdite en France, mais pas du tout en Angleterre, ni aux États-Unis. Donc, ça, c'était une grosse polémique à partir de laquelle il y a eu cette interdiction. Et l'hydroquinone pas cutanée, c'est pas dans les utilisations cutanées qui est cancérigène, c'est les gens qui manipulent, les industriels qui manipulent l'hydroquinone risquent d'avoir un cancer. Donc devant cette polémique, les Français, les Suisses, peut-être quelques pays de la communauté européenne, pas tous, ont décidé d'interdire donc l'hydroquinone dans l'industrie, sur le plan industriel. Mais elle est toujours permise en préparation magistrale. Il n'y a aucun problème. من كلامك هذا نفهموا اللي القانون تعمل باش احنا ما عادش نمرضوا بالكانسير خاطر مانيبيولي ليدروكينون خاطر توا دخلوا خاطر علاش قلت لك هكا على خاطر فما دي سبيسياليتي دخلوا السنه جدد تلقى الهيدروكينون وحدها الدوزه محطوطه في التيوب في واحد في الباكو محطوط الهيدروكينون وحدها والاكسيبيون وحده واحنا انو دي ميلونجي حاضرين معناتها جايين اندستريال الوغ كو سكروا لنا الباب تاع البريباراسيون دو برودوي شيميك دونك قاعدين نقولوا لقى الكونسيريجين. C'est pas à votre échelle à vous, c'est à l'échelle, à la grande échelle industrielle, même pas pour les traitements dépigmentants. L'hydroquinone est utilisé dans d'autres traitements, dans d'autres spécialités, dans d'autres industries qui n'ont rien à voir avec la médecine et rien à voir avec le cutané. C'est pas à l'échelle du pharmacien et de la préparation dans son laboratoire, ça n'a rien à voir. Quand je dis dans les industries carrément autres que pharmaceutiques. Pardon? C'est 5%, on ne dépasse pas 5%. Par contre, s'il vous plaît, là, par rapport au confetti, si on fait, si quelqu'un a c'est bon, un truc il ne va pas s'enlever, donc on fait 3 à 6 mois en hiver, elle fait une pause en été, elle rebelote combien d'années de suite? Bon, il faut une utilisation au long cours, c'est des gens qui mettent pendant toute l'année, et c'est pas une genre de patiente qui va arrêter en été. Ça, c'est une patiente qui a dû startiner pendant 2-3 ans de pommade à l'hydrocortisone en automédication. Donc celles qui font en hiver et qui font le break en été, qui font ça... Généralement, on ne refait pas. Alors, généralement, quand vous avez une patiente compliante qui a fait son traitement pendant 6 mois,
l'expérience a montré que c'est une patiente qui va rester compliante jusqu'à la fin, qui va faire sa protection solaire, qui va faire elle va être tellement motivée par le résultat qu'elle va avoir qu'elle ne va pas être obligée, on ne va pas remettre le traitement à base d'hydroquinone. Alors, je voulais juste attirer votre attention à partir de ce cas clinique, on ne va pas détailler, que tout ce qui est pigmentation du visage n'est pas un mélasma. Ça, c'est une petite fille de 18 ans qui a cette hyperpigmentation péri-orbitaire, voilà, et du front. Elle a une hyperpigmentation palmaire aussi au niveau des plis palmaires. Donc, très rapidement, on peut se dire c'est un mélasma, mais ce n'en est pas un. On va l'interroger, elle est asthénique, elle a que 18 ans quand même, bon ça existe mais c'est un peu tôt, c'est une insuffisance surrénalienne, hein. C'est une maladie d'Addison, elle peut avoir un néo de l'hypophyse ou autre chose. C'était juste un petit flash. Alors, patient de 36 ans qui a ces lésions prurigineuses qui évoluent depuis 24 heures, qui ont commencé au niveau du visage, puis elles se sont étendues au tronc. Quel est votre diagnostic d'abord? Urticaire, bravo. Très simple. Très simple. Il suffit aussi de demander la question au patient, est-ce que ce sont des lésions migratrices, fugaces, mobiles, qui vont bouger d'un endroit à un autre, qui ne vont pas persister? Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui faites une injection de corticoïdes? Est-ce que vous lui faites une injection d'un corticoïde? Très bien. Non, c'était pas ça l'objectif. C'était de faire des messages sur des choses qui sont communément admises. C'est de passer par là. Oui, prescrire un antihistaminique, c'est bien, oui. Le corticoïde topique n'aura aucun effet. Donc, il faut prescrire un antihistaminique. Et pourquoi adresser au médecin? Simplement pour éliminer une urgence vitale. L'œdème de Kuhn, il faut examiner la gorge, voir s'il n'y a pas un œdème laryngé. On peut, là c'est très précoce, ça date de 24 heures, donc il peut avoir déjà son œdème sans avoir sa dyspnée ni sa gêne, donc il faut l'examiner parce que s'il a un œdème laryngé, c'est une urgence. Et à ce moment-là, on va prescrire un corticoïde injectable. Mais là encore, on n'aime pas prescrire les corticoïdes injectables dans les urticaires aussi, parce que c'est vrai que ça soulage le patient très rapidement, et ça c'est communément fait. Il va aller aux urgences à l'hôpital, il va aller à la clinique, on va lui faire son ampoule d'Unidex. Ça c'est classique, mais c'est une catastrophe parce que ça ne fait que pérenniser l'urticaire. Ça marche très bien pendant 3-4 jours, après rebelote, ça va récidiver et encore de plus belle. Donc, si on n'a pas de signe d'urgence, enfin de critères d'urgence vitale, il suffit de prescrire un antihistaminique et surtout de rechercher la cause de l'urticaire, de faire une éviction de la cause et tout rentrera dans l'ordre. Si on a un patient qui commence à... Si c'est d'origine alimentaire quelle que soit l'origine, ou médicamenteuse, on va le voir. Donc les deux origines principales chez l'adulte, dans l'urticaire aiguë en général, c'est soit alimentaire, soit médicamenteuse. Donc il faut, bien sûr, s'il est en train de recevoir des INS ou de l'amoxicilline et qu'il a fait une urticaire à l'amoxicilline, si on n'arrête pas l'amoxicilline, il ne va pas guérir, même si on prescrit l'antihistaminique. Et d'ailleurs, dans l'urticaire, généralement, le délai est très court entre l'administration de l'antibiotique ou du médicament et l'apparition des signes. C'est vraiment 2 à 3 jours avant. C'est pas une semaine ou 15 jours en arrière. C'est vraiment là on prescrit, on fait une ordonnance INS, antibiotiques, enfin c'est essentiellement les médicaments les plus allergisants. Et 2-3 jours après, il va faire son urticaire. Donc l'éviction de... Parfois, quand c'est une represcription, c'est dans l'heure qui suit, dans les quelques heures. Oui, ça... Parfois, on peut se retrouver dans une situation où on doit agir. J'ai eu une fois un cas, comme je suis pharmacien de nuit, un cas avec un urticaire et des sensations d'étouffement. J'ai fait le corticoïde injectable fort en attendant qu'il... Vous avez très bien fait, oui. C'est une urgence thérapeutique, effectivement. Oui, on est bien d'accord. À l'hôpital, on peut... Parfaitement.
dans les histaminiques, on peut donner des crèmes apaisantes, anti-rougeurs et apaisantes. Mais ça ne marchera pas. Seul, ça ne marchera pas. Il faut Des antihistaminiques. ça améliore peut-être le confort, oui. L'antihistaminique, parfois, on va, il va prendre du temps pour agir. L'antihistaminique, oui, il faut l'expliquer aux patients, il faut qu'ils soient patients. En fait, ça mettra 5 jours, 6 jours à faire son effet. On peut associer un deuxième antihistaminique, on peut lui donner un antihistaminique sédatif le soir, mais il faut surtout pas donner du corticoïde parfois. Quel est le risque? C'est pas les effets secondaires. Alors, on n'a pas peur. Une courte corticothérapie, parfois générale, ne va pas faire des effets secondaires. Mais le risque, c'est la récidive. Oui, mais la récidive, s'il a évité non, il va récidiver. Parce qu'il y a un effet rebond. Les corticoïdes vont calmer rapidement, mais ça ne suffira pas pour calmer les... Même s'il a arrêté l'allergène. C'est très fréquent. Très très fréquent que ça se passe comme ça. Au fait, c'est une boucle là. On ne s'en rend pas compte, parce que généralement, c'est un patient qui est comme ça. Très souvent. Elle va recevoir son injection d'Unidex. Ou à la clinique. Il va recevoir encore, il va trouver toujours le médecin de garde. Il va recevoir son injection. Jusqu'à ce qu'au bout de 3 ou 4 fois, c'est là où il va se décider pour aller voir un médecin, que ce soit un généraliste ou un dermatologue, et c'est là où on va lui dire qu'il ne faut pas faire les injections et qu'il faut prendre les antihistaminiques, patienter un peu et tout va rentrer dans l'ordre. Parce que à cet état-là, d'angoisser que les lésions sont très étendues, parce qu'il y a des antihistaminiques addictés sédatifs qui va lui permettre de dormir 3-4 jours de tout rentrer dans l'ordre. S'il vous plaît, et toujours l'autre phobie, la phobie de l'œdème depuis ce truc extrême. Comment on peut évaluer le risque justement par rapport à ça? C'est l'atteinte de la face et c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un angioedème des lèvres. Le fait quand on a une atteinte des lèvres, je vais vous montrer des photos là, comme ce œdème de Queen, d'accord. Et puis le fait qu'il vous dise ça chatouille. Voilà, comme il vous a dit, il commence à avoir une gêne respiratoire. C'est pour la réanimation et même pour le patient. Mais ça, c'est au médecin de faire la réanimation. Après, quand vous avez... On le gère allergène il y a longtemps. On le gère allergène je crois que des PTDF. Rien contre personne, mais en tout cas, comme il vous a dit, c'est que ça reste quand même une prescription médicale. Et puis là où c'est exceptionnel qu'on ait de vrais allergies, un sandwich au thon, il aura mangé du chocolat, il aura mangé des fraises. Voilà, ça a fait un cumul qui a fait qu'il y ait eu cette urticaire. D'accord ? La deuxième situation, c'est l'urticaire médicamenteuse. Donc à ce moment-là, ça va être un médicament qu'on va bien identifier, que ce soit un antibiotique, un anti-inflammatoire, etc. ou l'iode. C'est très fréquent ça, dans les accidents après un scanner. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant, donc très allergisant. Et là, bien sûr, qu'il sera vu par un médecin, on va lui bannir la famille de médicaments qui lui a causé cette allergie. Et il n'y a pas de raison qu'on lui donne le stylo. Par contre, dans les allergies alimentaires, ou quand on est face à une urticaire chronique, voilà, des angioedèmes chroniques, notamment il y a des angioedèmes héréditaires, où on n'a pas de traitement éthiopathogénique, là, oui, on va prescrire le kit en automédication d'Adré, on va le donner au patient, carrément, il doit le porter avec lui 24 heures sur 24 avec une carte d'urgence où il est marqué, si vous trouvez le patient en état de détresse, faites-lui l'injection. Même s'il n'arrive pas à se la faire lui-même, n'importe qui, n'importe quelle personne qui est à côté va lui faire. Mais c'est des situations exceptionnelles, extrêmement rares. Il n'y a pas de traitement de fond. Il y a quelques traitements, mais qui n'existent pas. Comme un fac, bien l'héréditaire ou le chronique. Alors, le chronique, c'est des patients qui vont faire des urticaires très souvent, et ça, le traitement, c'est des antihistaminiques au long cours. Et ils ne vont jamais vous faire des détresses respiratoires. Par contre, l'héréditaire, l'œdème angioneurotique par déficit en anticorps du C1 inhibiteur, ça, c'est quelque chose d'héréditaire. On a quelques traitements de fond, mais qui ne sont pas très efficaces à 100%. Pour les patients en lien avec l'allergie والستالرجية ممكن حاجة هذوك الناس اللي فيهم تاع الكود تاع الديسنسيبيليزاسيون
عندنا دي كا اللي الميدسان بريسكريبتور يكون لازم تعدي له كيما نقولوا سوليميدغول ولا حاجه قبل ما يعمل الزريقه نتاعو ولا يقول اعطيه بريديزون ولا اعطيه حاجه حاسين له بريسكري كلكو شوز. هذه شنو يتعمل معناتها على الساحه. حضرت انا في جورني من لي جورني نتاع الديرماتولوجي في تونس يقول لك اتونسيون راهو ينجم يموتك في الفارماسي حتى كان تعطيه هذيك. دونك احنا نقولوا احنا اونتر سكي سفي سكي دو اتر في شيء بعيد على بعض. وليش انا معناتها معناتها نعمل في حاجات هنا دون لا ليجيزلاسيون ولكن نلقاو لي بريسكريبتور يفون دي شوز يقول لك لا يفو اغي ايميديان تاع لي زاليرجين هذوما باسكو نو سيبورت با. شنو هو الصحيح في الحكايه؟ J'ai une réponse là-dessus. À ma connaissance, l'injection. Les injections de désensibilisation, c'est un acte médical. Il est interdit de le faire en pharmacie. Parce que les DPT, tout ce qui est allergène est un acte médical. Ça ne se fait pas en pharmacie. Quel que soit ce que vous devez donner en préventif, vous n'êtes pas couvert. انتم راكم تحكيو انتم في تونس وفي صفاقس وفي سوسه وفي مستين. احنا في الجنوب التونسي ما عندناش اختصاص اللي يخدم طبيب تعدي في تونس وتجي غادي تدخل تعملي زريقه. احنا بورا. Donc honnêtement, je ne maîtrise pas le sujet, je ne peux pas vous répondre. Et j'ai dit d'emblée que je ne parlerai pas de législation parce que je ne maîtrise pas le sujet non plus. Donc là, j'essaie d'être un peu scientifique, de vous donner quelques notions. Le but de mon exposé, c'est pas de vous dire d'adresser les gens aux médecins, loin de là, mais c'est de vous montrer qu'il y a même des attitudes qui ne sont pas bonnes et faites par des médecins, notamment les injections de corticoïdes. Le but, c'est de vous mettre au courant de ces dermatoses allergiques qui sont très fréquentes, de ce que vous pouvez faire à votre échelle en officine. Après, qui m'apporte quelqu'un qui est reculé dans une zone régulée, qui n'a pas de dermatologue ou de médecin à sa proximité, il veut prescrire un dermocorticoïde pour un eczéma de contact, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai dit aussi que le message que je voulais faire passer, c'est qu'au contraire, on travaille en collaboration, que ce que nous, on peut dire comme conseil de prévention, quand vous êtes au courant et que vous connaissez ces conseils de prévention, j'ai plus insisté dans mon exposé sur les conseils de prévention, vous pouvez très bien nous aider. Je n'ai pas du tout évoqué le côté, par exemple, des écrans solaires parce que vous maîtrisez très bien. Moi, j'ai essayé d'apporter du nouveau pour vous. Je ne voulais pas... Je sais très bien que vous maîtrisez les écrans, je sais très bien que vous pouvez maîtriser une dermatite séborréique, je sais très bien que vous pouvez maîtriser une petite écorchure, une petite blessure. Donc, c'était pas ça l'objectif. L'objectif pour moi, c'est vous apporter de nouvelles choses, de nouveaux arguments avec lesquels vous pouvez travailler dans votre quotidien. J'espère que j'ai été assez pratique, je sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé. C'était mon intention. Merci. Alors, donc on va continuer. Urticaire, on a dit aliments ou médicaments. Attention aux aliments très riches en histamine. Donc concrètement, ce qu'on va faire face à une urticaire aiguë, on va prescrire un antihistaminique. Et vous, par exemple, vous pouvez nous aider pour dire aux patients d'éviter les aliments riches en histamine ou histaminolibérateurs pendant une courte période. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir une allergie vraie. C'est juste un concours de circonstances qui a fait qu'il y a eu un excès d'histamine dans son corps. D'accord ? Mais on ne va pas lui interdire définitivement, par exemple, le chocolat ou les fraises ou les crustacés ou les fromages frais, tout ce qui est conservateur, les gouttes par exemple, ça contient des conservateurs, la présure, donc c'est très, ou les fromages frais, c'est riche, ça c'est des aliments qui sont histaminolibérateurs, tout ce qui est additif, alimentaire, conservateur, etc. Les tomates fraîches, les noix, les cacahuètes, les fruits secs, tout ça c'est histaminolibérateur ou riche en histamine. Donc on va essayer de dire aux patients d'éviter ça pendant 15-20 jours, le temps de calmer le jeu, après il pourra manger tout ce qu'il veut. Avec l'antihistaminique, au bout de 10-15 jours, tout rentrera dans l'ordre. Mais il y a des récidives.
Il y a des risques de... Des récidives. Oui, s'il va consommer en excès ou s'il est allergique vrai. Quand c'est une vraie allergie alimentaire, généralement on a une diarrhée associée, des vomissements, quand on a parlé pour le petit, c'est valable aussi pour l'adulte. On va avoir un angioedème, on a des signes qui vont nous annoncer, des signes précurseurs, où il va vous spécifier un aliment en particulier, par exemple Oui, les crevettes, disent, je relaxé voilà, la crevette. crevettes. Là, il y a hors de question qu'il continue à manger ça. Après, on peut faire un dosage des IgE spécifiques et on va montrer qu'il a ces IgE en taux élevés et donc on va dire c'est une vraie allergie alimentaire IgE médiée. Mais le cas le plus courant, ce ne sont pas de vrais, ce sont de fausses allergies alimentaires par excès d'aliments histaminolibérateurs ou riches en histamine. C'est ça la petite nuance qu'il y a entre les deux. Alors, ça c'est un homme de 53 ans qui vous demande conseil pour ses lésions des pieds qui évoluent depuis 5 mois, qui sont prurigineuses, assez prurigineuses, avec une atteinte des espaces interorteils. Donc comme vous voyez ici, vous le voyez là, voilà. Alors, que faites-vous? C'est quoi, antifongique? Est-ce que vous prescrivez une crème, vous conseillez une crème antifongique? Oui, pourquoi pas. Là, c'est le médecin. Vous l'avez senti. Alors, est-ce qu'il faut prescrire? Oui, exactement. Vu l'état, une pommade allurée, un corticoïde topique, un antifongique par voie orale ou adressé au médecin, de toutes les manières. Même si on prescrit un antifongique, si ça ne lui fait pas de bien, ça ne lui fera pas de mal. Soit ça va l'améliorer, soit ça ne va pas l'améliorer. On n'aura pas commis une grosse erreur. Mais si on examine les mains de ce patient, je voulais simplement vous montrer que tout ce qui est intertrigo, interorteil, atteinte plantaire n'est pas forcément mycosique, n'est pas forcément un champignon. Donc ça, c'est un psoriasis palmoplantaire. Alors, qu'est-ce qui nous a fait évoquer ça? C'est que ce soit localisé à la voûte plantaire spécifiquement, pas toute la plante du pied. Vous remarquez que c'est très bien limité, c'est très desquamatif, c'est pas tellement sointant. Donc c'est pas tellement, il n'y a pas de dyshydrose. Généralement, quand c'est la plante du pied, c'est une dyshydrose, c'est des petites vésicules qui sointent, ce qui n'est pas le cas. Et l'atteinte aux mains, au niveau de l'éminence hypothénare, on aurait pu examiner les ongles aussi. Là, on le voit peut-être un peu... Oui, si, il y a une tache d'huile ici, voilà, une onycholyse avec un aspect en tache d'huile. Donc ça, c'est très spécialisé, mais bon. C'est un signe... c'est un signe ingéal de psoriasis, donc tout ça nous fait évoquer un psoriasis palmoplantaire. Décollés, ou incurvés, oui, ou il y a ce qu'on appelle des dépressions punctiformes, un aspect en dé à coudre qui plein de petits points qui touchent l'ongle, ou carrément cet aspect-là d'onycholyse au fait. L'ongle est blanc, il paraît blanc à sa distalité parce qu'il est décollé de son lit et a un petit liseré érythémateux qui entoure ce décollement. Donc ça, c'est un petit signe de psoriasis. Et dans ce cas, le traitement, c'est soit un corticoïde topique, soit un dérivé du calcipotriol, donc plus un corticoïde topique, le Derovec. Pardon? Un corticoïde, psoriacort. Oui, psoriacort ou même un corticoïde, pas nécessairement pso. Ou sinon, ce qui marche très bien dans les psoriasis palmoplantaires, c'est le Derovec en pommade, ça marche très bien. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça marche bien. Mais voilà, c'est remboursé par la CNAM. Le psoriazane, oui. Oui. Alors, on va finir avec ce cas clinique. Donc c'est un petit adolescent de 12 ans qui a depuis 5-6 mois ces lésions au niveau du front avec une hyperséborrhée et bien sûr c'est une acné. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous conseillez un gel nettoyant anti-acnéique? Oui. Est-ce que vous conseillez une antibiothérapie à base de doxycycline? Est-ce que vous conseillez une antibiothérapie locale? C'est peut-être, oui, peut-être non, on va le voir. Bon, ça peut ne pas être infecté. Il n'y a pas beaucoup de lésions inflammatoires, on va dire, hein, parce que les pustules dans l'acné, c'est pas tellement de l'infection, c'est de l'inflammation. Donc on peut surseoir à ça. Est-ce que vous conseillez une crème cosmétique anti-acnéique? Oui.
Est-ce que vous adressez à un médecin? Non. Voilà, enfin. On n'a pas besoin du médecin. Pour une fois, pas besoin du médecin. Il a 12 ans, c'est une toute petite acné, vous pouvez gérer. Pour une fois. Voilà, donc vous pouvez gérer, c'est une toute petite acné, il a 12 ans, on ne va pas s'amuser à lui prescrire un rétinoïde topique, même s'il va consulter un médecin. Je pense que le plus raisonnable, c'est de prescrire simplement un gel nettoyant et une crème cosmétique anti-acné. Si ça résiste, si il se présente à nous avec des lésions comme ça, il est bien évidemment impensable de gérer tout seul. Donc là, c'est le moment. Il revient avec les autres rétinoïdes, probablement. Exactement. Voilà. Alors j'ai juste un tout petit message à vous faire passer, et c'est que, au fait, je voudrais que vous reteniez une seule chose. C'est que dans la physiopathologie de l'acné, le primo movens, la lésion initiale, c'est l'hyperséborrhée. Donc une sécrétion excessive de sébum chez l'adolescent prépubertaire à cause des hormones, bien sûr. On parle pas d'androgène sur un alien. Voilà, exactement. Après, chez la femme adulte aussi, ce sont quelques perturbations hormonales qui peuvent faire ça. Donc on a une hypersécrétion sébacée, on va avoir un point noir, on va avoir un sébum qui est bloqué dans ce point noir, et donc on va avoir une inflammation, un Propionibacterium acnes. Le point noir va devenir papulopustule, lésion inflammatoire. Donc, pas du tout. Il n'y a pas de staph. Il n'y a pas besoin de prescrire un antibiotique à visée antibiotique dans l'acné. Même quand on prescrit la doxycycline, on la prescrit à des doses anti-inflammatoires. D'ailleurs, de plus en plus, on réduit les doses de doxycycline. Aux États-Unis, on a la doxycycline dosée à 50 mg et on prescrit un comprimé de doxycycline à 50 mg. C'est à visée anti-inflammatoire. Et justement, la grande polémique par rapport aux antibiotiques, c'est le fait de les prescrire au long cours, ça va créer des résistances bactériennes. Donc c'est pour ça, on a prouvé que 50 mg suffisent pour guérir l'acné et empêcherait peut-être donc la polémique et le problème de la résistance bactérienne. Parce qu'il y a un tollé, il y a un petit bras de fer entre les gens qui traitent l'acné d'une part, les infectiologues de l'autre part, qui vous disaient, oh, 3 mois de doxycycline, où est-ce que vous allez? Et l'épidémiologie infectieuse et bactérienne, etc. Donc voilà, ça c'est un sujet. Mais ce que je voulais vous dire, donc, c'est que il faut être éthiopathogénique dans le traitement de l'acné. Donc forcément, le rétinoïde topique, que ce soit topique ou par voie générale, le rétinoïde topique va être obligatoire, quel que soit le stade de l'acné. C'est-à-dire, il n'y a pas de stade, au fait, c'est des présentations différentes. Si on est ici, on va avoir des comédons essentiellement. On n'a pas beaucoup de lésions inflammatoires. On a des points noirs et des microkystes. Donc c'est évident que c'est un rétinoïde topique. Mais avant, on disait ça, c'est une acné mixte, mixte, donc rétentionnelle et inflammatoire. Donc on va donner un antibiotique et on va donner un rétinoïde. Des fois, c'est très inflammatoire, il n'y a pas beaucoup de comédons. Donc on va donner que l'antibiotique, qu'il soit local ou par voie générale. Eh ben non. On a toujours une hyperséborrhée. Si on est réellement dans une acné, on va toujours avoir une hyperséborrhée. Donc le rétinoïde topique, il doit être toujours là dans notre prescription. Il est très important. Alors moi je dis des rétinoïdes topiques du côté médical. Après, du côté officine, on a toujours des crèmes kératinolytiques, antiséborréiques, etc. qu'on peut donner. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le traitement de l'acné ne peut pas être 3 mois de traitement. C'est pas possible. L'hyperséborrhée est là, l'hyperperturbation hormonale sera là pour 2-3 ans, le temps que l'adolescent régule son adolescence. Donc, on va toujours avoir, il faut expliquer de prime abord, sinon ça va être un patient qui va papillonner du médecin vers le pharmacien, vers un autre médecin, vers un autre médecin, et il te dit, le traitement ne marche pas. Donc, il faut d'emblée expliquer au patient qu'on va faire un traitement d'attaque pendant 3 ou 4 mois, associant une antibiothérapie par voie générale, un rétinoïde topique, un antibiotique local, mais qu'au bout des 3 mois, il faut garder un traitement d'entretien.
Et ce traitement d'entretien, c'est le rétinoïde topique qu'on va diminuer à 1 fois par semaine. Le fait de demander à un adolescent, voilà, à une femme mature qui fait de l'acné de la femme âgée, le fait de prescrire un rétinoïde 1 fois par semaine au long cours, ça permet d'éviter les poussées d'acné et les lésions inflammatoires. Parce qu'on aura agi sur le primomovins qui est l'hyperséborrhée et le microkyste et le comédon. Voilà. les doses d'antibiotiques anti-inflammatoires. هذه جديدة على الساحة antibiotiques anti-inflammatoires. سمعنا antibiotiques bactéricides, bactériostatiques كذا، ما سمعناش antibiotiques anti-inflammatoires. ما نعرفش هذه حاجة جديدة سمعت حاجة اليوم معنا 40 سنة. حاجة أخرى احنا في توا في ليتاب هذه نتاع 2017 اللي باش نلقاو ان باس antibiotiques résistance à tous les antibiotiques. واحنا تو نستعملوا في الانتيبيوتيك نستعملوه في الديرماتولوجي à usage anti-inflammatoire à faible dose. نقطة استفهام فيها فايدة ما فيهاش فايدة للمريض، فيها فايدة ما فيهاش فايدة للبشرية وللانتيبيوتيك كمان. قاعد نستعملوا فيه في حاجات مش في وظيفة غير وظيفته. يقولوا لي انت ما فهمتنيش. قعدنا نقصوا بشويه في اللادوز des antibiotiques. احنا ديجا كونت اون لي بريسكريفي افون ماهيش جديده ماهوش علم جديد من 2017 mais لقينا sur les bancs de la fac في l'acné نستعملوا l'antibiotique à visée anti-inflammatoire مش à visée antibiotique. L'antibiotique par voie orale, donc la doxycycline essentiellement. Tawa, on utilise même la clarithromycine dans les nouvelles recommandations. Je ne parle pas de ça. Mais, alors, on a montré justement, les infectiologues, où il y a eu un tollé, ça va créer des résistances. Donc, les études scientifiques, ils ont fait des études, 4 témoins, où ils ont essayé de donner 50 mg AKH de doxycycline, alors qu'on donnait à 200 mg en début de traitement, et voir est-ce que ces patients qui reçoivent 50 mg pendant 3 mois, ils développent des résistances ou ils ont prouvé qu'ils ne développent pas de résistance. Donc, voilà, le fait d'utiliser la doxy à 50 mg, c'est une sécurité, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Moins d'effets indésirables. Et guérissent. C'est la même chose, ça ressemble beaucoup. À 400 mg. Oui, mais c'est pas la même molécule, non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, parce que c'est une molécule qui est moins dosée en principe actif. Et qui aurait, bon, moi je dis entre parenthèses, moins d'effets photosensibilisants que la doxycycline, mais c'est pas sûr. Il faut toujours faire attention, ça reste une cycline quand même. Hein. Voilà. Bon, après, si on veut avancer plus, on va se dire la doxycycline, quand même, c'est pas un antibiotique en infectiologie. Il y a pire. Il est indispensable en élevage. C'est vrai. Il est hyper utilisé en élevage. On vient de démontrer que les résistances aux antibiotiques sont 80% l'origine à l'élevage, en l'utilisation dans l'élevage. C'est systématique aussi. D'accord. Par contre, la grosse polémique qui a été aussi soulevée, c'est l'antibiotique local, prescrit un petit peu à tort et à travers, érifluide, clindamycine. Et là, les nouvelles recommandations, justement, européennes, c'est des recommandations européennes, qui vous disent qu'il ne faut pas utiliser l'antibiotique local seul, il faut l'associer au rétinoïde. Le fait de l'associer au rétinoïde, ça diminue le risque des résistances. Et faire le relais après par le rétinoïde. Donc l'antibiotique local, il doit être là pour dépasser un cap aigu rapidement, pas plus que 10-15 jours. On ne va pas prescrire clindamycine ou la érifluide pour 3 mois, on ne le fait plus. Donc c'est 10 jours plus le rétinoïde topique, il va prendre le relais. Au début, on va le prescrire un soir sur 2. Alors ce qui est très important, donc justement la collaboration qui se fait entre nous, c'est qu'il faut expliquer la quantité. On ne prend pas la peine d'expliquer aux patients son ordonnance. Là. Même des fois, si on écrit explicitement, on a une écriture illisible. Le préparateur à la pharmacien, je l'avoue, oui, il est dépassé, il n'a pas le temps d'expliquer, mais il faut prendre le temps d'expliquer. Pour le rétinoïde topique, c'est l'équivalent d'un petit pois, c'est tout à répartir
sur les zones grasses du visage. Maintenant, ça, il faut prendre la peine de le montrer carrément. Il faut dire à la patiente, moi je t'ai le tube, toutes les noisettes, toutes les noisettes. Non, ça, elle ne va pas le supporter, ça va créer une irritation et elle ne va pas pouvoir finir. Par contre, si on prend la peine de lui expliquer, de lui dire un petit poids que vous répartissez sur le visage, vous faites pénétrer, si on lui prescrit une crème hydratante en association pour éviter l'inconfort et la sécheresse des rétinoïdes, si on commence par un soir sur deux, pas tous les soirs, elle va adhérer à son traitement, elle va trouver des résultats et elle va finir et continuer son traitement. Après, on fait une dégression. Quand elle va bien, on va passer à 2 fois par semaine. Après, on peut garder, comme je vous ai dit, une seule fois par semaine. Donc, à côté de ça, à côté donc, de ce que vous pouvez faire en matière de conseils et d'application des traitements, bien sûr, il y a tout ce qui est à côté. L'hygiène, c'est important. Donc, l'hygiène de l'acnéique. Si le patient est sous traitement rétinoïde, que ce soit parfois topique ou à la paroi générale, il ne faut pas prescrire un gel anti-acnéique parce que ça contient très souvent des AHA, c'est très irritant. Il faut prescrire un gel sur gras sans savon. Par contre, quand c'est un patient qui met le jeune adolescent qu'on a vu tout à l'heure, pour qui on va donner une crème cosmétique qui ne sont généralement pas du tout irritantes, on peut se permettre de lui prescrire un gel anti-acnéique. Après, c'est vrai que pas mal de labos ont fait des efforts, ils ont fait des gels qui ne sont pas agressifs, donc des gels sans AHA, mais ça, il faut bien le connaître pour donner ceci et cela. Mais c'est important de dire à l'acnéique de nettoyer sa peau 2 fois par jour, matin et soir. Après, il y a aussi l'utilisation de maquillage, les maquillages occlusifs. Ça favorise l'acné, l'utilisation de crème grasse. Donc il ne suffit pas de donner un traitement médicamenteux. Il faut demander à la patiente, et ça c'est surtout le cas de l'acné de la femme mûre, qu'est-ce que vous utilisez comme crème, qu'est-ce que vous mettez comme fond de teint. Tout ça c'est important parce que ça peut être des facteurs de pérennisation de son acné. Donc il faut utiliser toujours des produits non comédogènes. Comme ça, ça évite justement que notre traitement soit inefficace ou ça évite les récidives à l'arrêt du traitement. Et les gens acnéiques, ils mettent souvent des produits alcoolisés ou antiseptiques. Ils pensent que ça va dessécher leur peau, ça va enlever le gras, mais ça ne fait qu'aggraver la chose. On irrite la peau, elle va réagir, elle va fabriquer du sébum encore plus. Donc il faut être doux pour la peau, c'est pas la peine de l'agresser. Manipulation des lésions, bien sûr, c'est à bannir. Hein. Faut pas voilà. Ça laisse des cicatrices à coup sûr, donc ça donne ce qu'on appelle des acnés excoriés. Il y a des patientes qui sont, ça devient vraiment névrotique, ça devient un tic et elles sont là. Il faut nettoyer les points noirs. Justement, tout à l'heure, dans le premier groupe, ils m'ont dit, et vous manipulez les lésions. Alors justement, il faut que ce soit un nettoyage de peau bien fait, bien adapté. Pourquoi on dit on fait un nettoyage de peau? Maintenant, dans les recommandations européennes, avant de démarrer un traitement par isotrétinoïne, il faut faire ce qu'on appelle un nettoyage de peau, ce qu'ils appellent de la microchirurgie, ça fait plus médical, voilà. C'est pour enlever les comédons. L'IHOUM, c'est la bombe à retardement, comme je vous ai dit. Donc, ça va nous aider beaucoup. Mais comment on fait? On doit d'abord percer le comédon, puis l'extraire. Il y a ce qu'on appelle des tire-comédons ou bien des curettes trouées qui nous permettent d'extraire le comédon. Donc, on n'est pas agressif, en fin de compte. Par contre, si on ne le perce pas à l'aiguille, ou il y a des trucs spécialisés, à ce moment-là, on est agressif et ça fait des cicatrices. Mais les pores dilatés, on ne peut pas les percer. Non, le port dilaté, il ne contient rien généralement. Donc c'est très facile, on peut directement enlever sans percer. On fait passer la curette trouée ou le sébum, il rejoint les ports dilatés. Mais il peut y avoir des ports dilatés sans sébum, vous avez raison, on ne peut rien faire. Enfin, rien faire, non, il y a des façons de faire. Il y a du CO2 fractionné, on peut faire le CO2 fractionné, oui, ça marche très bien. Alors, bien sûr, les acnéiques, il faut les protéger du soleil, hein, c'est important aussi pour qu'ils ne gardent pas de cicatrices. Le soleil, c'est un faux ami de l'acné. On a l'impression qu'on s'améliore pendant l'été parce que les UV sont anti-inflammatoires et parce que la peau s'épaissit et qu'on ne voit plus les lésions. En fait, c'est un effet de camouflage, mais à la rentrée, c'est la flamme. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Donc, protéger, mais avec des écrans adapté, donc comme on l'a dit tout à l'heure, une peau grasse et un fluide, utiliser un écran spécifique aussi, ça marche.
Je n'aime pas citer des marques. Tout est valable. Du moment qu'on est dans de bons labos, de bons indices de protection, une application correcte de l'écran, un renouvellement de l'application, il n'y a aucun problème. Après, c'est à vous de choisir. De préférence non. Non, ça c'est quelque chose d'une mauvaise idée reçue, même si c'est un écran teinté. Du moment qu'il est non comédogène, qu'il est conçu pour les peaux grasses, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Voilà, donc les cosmétiques actifs, on a dit, c'est pour des petites acnés, donc des lésions inflammatoires et les comédons ouverts. En période prépubertaire, ça nous aide beaucoup, justement, parce qu'on ne va pas prescrire un rétinoïde à un enfant de 12 ans. C'est un enfant quand même, hein, il ne va pas pouvoir l'utiliser, à moins qu'on ait une acné très importante, on ne va pas le laisser comme ça, le pauvre. Voilà, donc bien expliquer que c'est un traitement long, qu'on va avoir des phases d'attaque et des phases d'entretien, bien éduquer notre patient, donc notre rôle à nous et le vôtre aussi en collaboration, c'est de donner ces conseils effectivement, éviter les idées reçues et normalement on y arrive. Je vous remercie. J'aimerais vous présenter Dr. El Zribi. Elle était assistante à l'hôpital Rabat. Actuellement, elle exerce en privé au lac à Tunis. Merci. Je vous remercie pour votre effort, pour tout ce que vous avez fait. Je remercie tous les confrères et consoeurs qui ont assisté à cet atelier fort intéressant. Et au nom du Conseil régional d'ordre des pharmaciens de Varena, je vous offre un modeste souvenir. C'est gentil. Voilà. Pour votre disponibilité, pour vos efforts. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci pour votre interaction. C'était très instructif. Merci.